Bonjour. Bonjour, je suis trop contente de t'accueillir ici pour cette interview pour parler de ton bouquin, Mr. Happiness. J'aimerais un peu situer le contexte dans lequel je t'ai rencontré, puisque j'ai la chance de donner des cours dans différentes écoles, notamment des écoles de commerce. Je suis business coach dans une des écoles, je fais un cours de ressources humaines. Et donc un jour, je me suis dit en master et j'ai dit bah tiens, je vais aborder le fameux job dont on parle partout, Chief Happiness Officer. Et voilà, donc comme c'est des cours d'anglais que je fais, donc forcément Chief Happiness Officer, donc au Google, je me suis dit ça pourrait être super de parler de ça. Et donc j'ai commencé à préparer mon cours, j'ai cherché, j'ai googlé et pof, je tombe sur Arnaud Collery, un Français qui vit aux États-Unis avec un super Frenchy accent, trop sympa. Et puis vraiment, je t'ai trouvé hyper spontané, drôle, enfin voilà. Et puis du coup, j'ai utilisé tes vidéos et puis je t'ai envoyé un petit message par LinkedIn qui est un peu mon dada. En te disant, bah voilà, Arnaud, j'adore ce que tu fais, enfin ce que vous faites, merci, enfin voilà. Et toi, tout de suite, pof, tu t'es connecté à moi. Et je me suis dit, ça trop génial. Et très rapidement, on a commencé à échanger. Et puis voilà, et maintenant, grâce à LinkedIn notamment, grâce au réseau, du coup, on va faire plus de choses ensemble puisqu'on va collaborer ensemble, notamment pour le fameux Stand Up for Passion, qui est une autre partie a priori. Tu m'expliqueras tout à l'heure, tu m'expliqueras de ton activité, si j'ai bien compris. Et puis voilà, et puis du coup, au départ, tu m'as dit, bah ouais, Sophie, tu vas m'aider à coacher des gens et tout. Puis après, tu m'as dit, mais non, en fait, j'ai commencé à te raconter mon histoire. Puis tu m'as dit, you got a story, you got a story. En fait, j'ai envie que tu sois sur les planches. Et ouais, j'étais là, waouh, c'est trop génial. Enfin, merci. Parce que, quand tu m'as dit, bah, tu vas m'aider à coacher les gens, pour moi, c'était un vrai privilège parce que tu as coaché des centaines de personnes. Et d'autre part, quand tu m'as dit, bah, écoute, Sophie, j'ai envie que tu parles, alors je t'avoue que je suis à la fois excitée, morte de trouille, mais en même temps, je me dis que c'est une super opportunité voilà, de pouvoir raconter mon histoire, puisque voilà, c'est une belle histoire, je pense, enfin, on verra. Enfin. Et puis, parce que c'est une vraie transformation, ça c'est clair. Et voilà. Et donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, donc du coup, j'avais toujours pas lu ton livre. Et là, récemment, je me suis dit, bon, allez, je vais lire le livre d'Arnaud. Et puis, je vais lui proposer d'en parler parce que tu as décidé du coup de mettre, a priori, tu as un parcours de dingue. Tu as une histoire, une vie de fou. J'ai l'impression, quand je lis le livre, que tu as eu 15 vies. 16, oui. Et c'est juste incroyable. Il y a plein de choses qui m'ont touchée. Notamment, j'ai adoré la partie qui m'a beaucoup émue. C'est celle où tu as parlé notamment, elle a beaucoup de reconnaissance et de gratitude pour ta femme. C'est vraiment celle qui m'a le plus touchée en tous les cas. C'est vrai que je trouvais que c'était super beau. Parce qu'effectivement, en plus, je l'ai rencontrée. Et j'ai trouvé que c'était vraiment chouette, comment tu as lui as témoigné, parce qu'effectivement, ça ne doit pas être facile, parce qu'avec l'énergie que tu as, je me dis, waouh, c'est vrai que ça doit t'es une tornade, quoi. Voilà. Et donc, je te laisse la parole. Je voudrais que tu nous expliques un peu ton parcours, comment tu es arrivé aux États-Unis, comment tu es arrivé à ce livre, à devenir un Mr. Happiness, aux États-Unis, et puis bientôt, je l'espère, parce que vraiment, on en a besoin en France. Moi, quand je vois ce que tu fais, je me dis, il faudrait une école de happiness, il y a plein de choses à faire ici en France. Et du coup, voilà, j'aimerais que tu nous parles un peu de tout ça, quoi. Alors, juste pour te répondre sur l'école de happiness avant tout, voilà, c'est une offre. Les gens qui regardent ça, vous en êtes témoins. Si jamais tu trouves les fonds, montons une école de happiness ensemble. Voilà, tout ce qu'il faut. Let's do it, pourquoi pas. Et je veux effectivement, entre parenthèses là-dessus, je veux avoir un institut du bonheur quelque part. Je vais faire partie sûrement d'un institut du bonheur qui se monte au Bhoutan bientôt. On parle avec des amis de faire des choses à Goa.
mais pourquoi pas rester en France et faire des choses en France. En tout cas, je commence effectivement bientôt à Bordeaux avec toi, sur scène, avec 6 autres personnes, ça va être génial, avec l'ami François qui va produire et organiser tout, et un certain Boris qui va nous aider, je crois que tu connais bien. Ça va être une très belle soirée le 3 juin. Et tu vois, pour moi, cet événement, ça représente beaucoup parce que ça représente un peu mon retour aux racines, mon retour en France, dans vraiment ce que j'aime. Ça fait 2-3 ans que je commence à revenir en France et faire des choses de temps en temps, 2-3 fois par an. Je fais des keynotes, des coachings, des events en tant que speaker, je ne sais trop quoi. Ce livre, c'est Larousse qui est venu vers moi et qui voulait faire un livre avec moi il y a 18 mois. On l'a lancé effectivement il y a 1 an. Mais cet événement, effectivement, pour moi, c'est la clé de tout. C'est 7 personnes, 7 minutes qui vont se livrer complètement, se dévoiler. Je te disais à l'instant que certains des speakers, et je peux le dire honnêtement, c'est la vérité, n'osent pas amener leurs amis, leur famille, parce qu'ils se dévoilent tellement. C'est tellement difficile cet exercice que parfois ils préfèrent le faire devant des inconnus, puis après d'envoyer la vidéo à leur famille, leurs amis, parce que c'est un acte de courage complètement dingue. Si tu as Netflix, j'imagine que tu as Netflix, le dernier special de Netflix, c'est Brené Brown. Je ne sais pas si tu connais Brené Brown. Ah ouais, moi je la cite énormément dans mes cours notamment justement quand je fais de la prise de parole en public, je leur parle souvent de le pouvoir de la vulnérabilité. C'est un bouquin, c'est un des premiers livres que j'ai commencé à lire dans le développement personnel. Et j'adore cette femme, c'est trop bien, ouais. Et Brené Brown, donc elle vient de sortir un truc sur Netflix qui s'appelle La vulnérabilité, la même chose que son TED Talk qui a fait près de 40 millions de vues, je crois. Ouais, un truc de dingue. Et au cœur de ce qu'on fait, c'est ça, c'est la vulnérabilité. C'est comment être ce que tu es sur scène, se dévoiler, être complètement à nu, enlever ton masque, montrer tes pivots de vie, ton 1, 2, 3 pivots de vie. Qu'est-ce qui a fait que tu es devenu la personne que tu es en ce moment? Tes succès, mais surtout aussi tes cicatrices. Parce qu'en fait, c'est ce qui nous rend intéressants, nos paradoxes, nos chaos internes. C'est ça, en fait, je me suis rendu compte il y a quelques années, qui nous rendait intéressants. C'est pas juste les succès. J'irai même plus loin, c'est que tu apprends plus en écoutant les défaites des gens que tu admires ou que tu trouves intéressants que leur succès. C'est pour ça que même moi, je m'étais battu un moment un peu avec Larousse pour insister, pour mettre ma petite dépression en moment dont je mets. Je dis petite, qui a été un petit peu importante quand même à un moment donné dans ma vie. C'était pas évident, si tu veux, que je la mette dans un bouquin pour certains éditeurs français, parce que, mais non, t'es Monsieur Happiness, t'es Monsieur Bonheur. Ben non, justement. Pour moi, le bonheur, ça se travaille, ça se trouve, ça s'enrichit. C'est quelque chose de systémique, c'est quelque chose que tu fais vivre. Pour moi, le bonheur, c'est quelque chose d'être en action, en mouvement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cet événement. C'est notre 23e, 24e event. On l'a fait au Népal, au Maroc, à New York, où je suis basé le plus souvent, bien sûr. On l'a fait à Google récemment. On l'a fait avec BMW à Tokyo, etc., au Canada. Oui, c'est un événement qui a de véritables, qui est pas connu encore en France, mais c'est vrai que partout dans le monde, enfin, tu l'as fait, notamment voilà, à Google, c'est vrai que tu as des vraies références, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est ça qui est extraordinaire. Non, ça a été intéressant de monter ça. Je l'ai vraiment monté comme ça. Je l'ai monté à WeWork, Soro, pas très loin de là où je suis. Je suis dans un coworking super qui s'appelle Assemblage. Il faut regarder, ils ont un nom français. Ils ont appliqué tous les préceptes du mindfulness au coworking. Du coup, c'est super de l'ambiance. Ta salle de méditation, ta salle de gong pour respirer bien, ta salle de yoga, etc. Ta bouffe ayurvédique le midi, c'est tout simplement génial. Pour en revenir à ce que j'ai fait, effectivement, on en est arrivé à faire un truc super, alors qu'à la base, on a commencé donc à WeWork avec 50 personnes dans la salle. J'ai amené 7 copains qui avaient des passions différentes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant le coaching, donc je les coach parce que je suis un ancien acteur, réalisateur, etc. Et j'adore le storytelling. Donc je me dis, je peux amener 2-3 trucs. Et puis le coaching, c'est quelque chose que j'ai fait en tant que volontariat, la première fois en 2011 en Tanzanie. J'en parle assez dans mon bouquin, je crois, de cette aventure. Et c'est ce qui m'a mis à la puce à l'oreille. En 2011, je suis parti en tant que volontaire, juste pour aider les gens. Voilà, c'était fun, moi j'ai de l'aventure, je reçois de l'aventure, eux ils reçoivent quelques skills que j'ai, c'est donnant. J'allais passer un bon mois. Et en fait, je ne savais pas que ça allait changer ma vie. J'ai vu à quel point d'aider les gens à raconter leur vie et surtout leur vulnérabilité. Ah.
j'ai laissé tomber quelque part mon histoire, elle n'est plus comme un poids. Je ne suis pas en train de retirer cette histoire. Même moi, si tu veux, au dernier TEDx que j'ai fait, j'en ai fait 3, le dernier c'était celui de Lille, je l'ai fait un petit peu sur la mode stand-up for passion, c'est-à-dire que je me suis raconté, j'ai raconté les déboires que j'ai eu notamment à un moment en tant que producteur, en tant que filmmaker à Los Angeles il y a 10 ans. Ce qui a fait que je suis devenu aussi la personne que je suis. Et jamais, si j'aurais continué à cartonner à un moment à LA, je serais peut-être jamais monté stand-up for passion. Si tu veux. Donc, tout ce que tu fais, ça t'amène à faire ce que tu fais. Tout. Donc, bref, on a monté ce truc. Donc, j'en reviens en fait là. Pendant le coaching, la veille, pas la veille, mais 3 jours avant, je commence le coaching avec mes amis. Et puis en fait, au lieu de me parler de leur passion, j'appelle ça stand-up passion, ils m'en parlent vraiment encore, comme j'avais vu en Tanzanie, mais je me suis dit, bon, ce que j'avais fait en Tanzanie, c'était peut-être un one-shot, c'était tellement profond, est-ce que j'allais arriver à remettre ça à la sauce new-yorkaise? Ils sont tellement omnibulés par le succès ici, est-ce qu'ils ont vraiment envie de voir le derrière du décor? Et puis en fait, ce qui s'est passé, c'est que, à force d'écouter mes amis un par un ou une par une, il y a au moins la moitié de femmes, sinon plus de femmes que d'hommes dans mon truc, à chaque event, que ce soit même au Népal ou au Japon, parce que c'est marrant dans des sociétés qui sont plus patriarcales ou de dominance machiste, on va dire. Voilà, ce qu'on a vu pendant le coaching, c'est que je pense surtout à cette amie, elle s'appelle Suki Son, qui est une asiatique américaine, une bonne copine, et qui me dit, au lieu de ma passion, ah non, je veux te parler de vraiment pourquoi je suis avec l'homme que je suis. J'ai eu 3 déboires de dingue avec mes 3 relationships avant. Il faut que je te raconte ce que je fais. Je peux en parler de ça? Je dis, vas-y. Puis après, j'ai mon pote dans l'immobilier qui, au lieu de parler de l'immobilier, de son amour du design, du cosmétique, etc., il me dit, Arnaud, je peux te parler de la fois où j'ai tout perdu. J'avais 17 ans, je me suis retrouvé, je ne savais pas ce que j'allais foutre de ma vie. Et puis après, quand j'ai eu une dépression à 35 ans, j'avais du fric, je suis sur une plage à Bali, et je me dis, mais qu'est-ce que je fous de ma vie? Ah ouais, vas-y, on parle. Puis après, c'est mon pote dans la politique, Elman Salaev, qui est un de mes meilleurs amis, qui était dans la politique en Azerbaïdjan. Il était en exil parce que l'Azerbaïdjan, je ne sais pas si tu sais, des gros problèmes. Et puis il a eu des amis à lui torturés, des amis qui sont parés de son pays. Arnaud, est-ce que je peux te parler vraiment de mon amour pour la politique, pas juste de mes autres passions? Qu'est-ce qui fait qu'on devrait tous voter? C'est un devoir. Parce que lui, c'est une question de vie ou mort. Et donc, tout d'un coup, je me suis retrouvé avec ces 7 histoires de dingue. Et puis, en fait, voilà, je me suis dit, je vais continuer à le faire, c'est une passion. Et voilà. Donc, effectivement, c'est une des choses que je fais. Quand je fais pas ça, je fais 2 autres choses. Je fais de la formation de Chief Happiness Officer. On en a fait un dernier training récemment à New York. On va en faire un bientôt en octobre en Allemagne. On va en faire un en Istanbul bientôt en juillet. Tu en as fait un à Paris il n'y a pas très longtemps? À Paris, j'en ai fait 3 à Paris. Et puis, on va en faire un à Bordeaux le 5 juin, 2 jours après l'événement. Génial! Ouais, je fait avec François, on va faire une masterclass Chief Happiness Officer. Un jour seulement. Je pense qu'il y a des gens qui seront intéressés. En plus, je t'ai déjà mis en relation avec 2 ou 3 personnes que j'ai rencontrées dans les écoles, justement. Donc, ouais, super, génial. Et en fait, que ce soit dans Stand Up for Passion, que ce soit dans cette formation de Chief Happiness Officer, c'est toujours la même chose. C'est de la vulnérabilité, du purpose, de la joie. Qu'est-ce qui fait que tu es la personne que c'est? Qu'est-ce qui fait que tu peux aider les gens en face de toi à devenir ce qu'ils sont? Qui est pour moi un des rôles de Chief Happiness Officer, c'est vraiment aider les gens, même ça paraît un peu cliché, d'aider les gens à devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Ça, comment tu peux le faire? Et parfois, certains, ça va être en quittant la boîte. Certains, ça va être en changeant de métier dans la boîte. Certains, ça va être effectivement en ayant une promotion. Certains, ça va être en les bougeant d'équipe. Donc, le rôle de Chief Happiness Officer, c'est un rôle un peu entrepreneurial. Parfois, il faut que tu ailles au front avec ton boss et que tu te battes pour les gens. En France, c'est marrant, c'est certaines images des gens qui disent je suis plus du côté du patron. Pour moi, mes Américains, ils me voient comme un syndicat. Ils me disent t'es un syndicat en fait, tu représentes les syndicats. Donc tu vois, on a une vision complètement différente. Les Américains, je suis un syndiqué. Ils me disent comment il est, t'es un syndicat international en fait. T'es un mec avec un petit drapeau qui va te payer en pays, qui dit on crée un syndicat dans cette boîte. Non, c'est pas un syndicat qu'on fait. Donc tu vois, c'est. Ouais, en fait, c'est assez paradoxal parce qu'en plus, la première boîte qui a créé le Chief Happiness Officer, c'est Google. Donc du coup, tu te dis. Non, mais c'est. Donc en fait, on est du côté de personne, mais on est du côté de l'humain, si tu veux. Mais qu'est-ce qui fait que la personne, elle va se sentir sentir vrai, sentir vivre. Tu vois, pour moi, c'est. Quelqu'un a dit. C'est un philosophe dernièrement que je lisais et qui disait ne pensez pas à ce que vous voudriez faire votre prochaine vie ou ce que vous allez faire dans 5 ans, dans 10 ans, quel est votre talent,
purpose, finalement, c'est qu'est-ce qui vous fait vivre maintenant, qu'est-ce qui vous fait vibrer. Et faites en sorte de créer une vie autour de ce qui vous fait vibrer maintenant. Là où tu te sens pleinement en vie, fulfill, ou thrive, tu vois, c'est le mot. Il y a quelques mots comme ça en anglais. Le fulfillment, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment se sentir rempli quelque part. C'est ça, c'est se sentir rempli de sa comment on l'appelle, la fameuse mission de vie. Mais c'est vrai que je te rejoins parce que c'est vrai que le fulfillment pour moi c'est ça fait partie aussi de la vitalité, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui me disent ouais mais je suis fatiguée, je suis comme ci, je suis comme ça, mais donc t'as plusieurs, je suis en train de travailler là sur un séminaire que je fais juste après au mois de juin, on le co-anime avec Boris, et donc ça s'appelle Révèle ta vitalité, et du coup on va parler de l'alimentation, du sommeil, voilà, mais une des choses majeures, c'est le fulfillment, c'est le fait d'avoir du sens dans ce que tu fais, parce que si tu n'as pas de sens, si tu travailles le matin, tu te fais chier dans ta vie, et dans ton travail, tu t'emmerdes, du coup, forcément, tu t'emmerdes avec ton mari, tu t'embêtes tu as une vie qui te satisfait pas, c'est clair que tu peux pas être heureux. Donc, et vitalité, pour moi, c'est un mot tellement fort. Tellement fort, parce que bien sûr, plus j'étudie le bonheur, plus j'étudie aussi l'autre penchant, bien sûr, donc la dépression, les traumas, etc. Donc, en fait, tu es obligé de devenir un peu un expert sur les autres trucs aussi. Même si je ne suis pas un psy, tu es obligé de creuser. Et pour faire sortir les gens de la dépression, le numéro 1, c'est ça, c'est la vitalité. Parce que même la joie, ça dit, oh, je trouve plus la joie, je sais plus qu'est-ce qui me rend, je sais pas. Mais la vitalité, ils savent toujours qu'est-ce qui les rend vivants. Et il y a toujours un truc, tu creuses avec les gens, il y a toujours un seul truc. Donc en fait, voilà, c'est ça. Donc je fais 3 jours Constant Approbation, 2 les formations de Chief Happiness Officer. Et la base, bien sûr, c'est toujours c'est coaching d'équipe. Et en moyenne, c'est 30 personnes que je prends, rarement plus. J'aime pas trop prendre plus. Et je fais 1 ou 2 jours d'atelier hyper vivant. Où là, les ateliers, c'est l'improvisation, c'est le storytelling, c'est l'exercice sur la compassion, sur la gratitude, etc. Et puis, je donne toujours une part, ce que j'appelle à l'espace. Quand je parle au CEO, au président qui m'emploie, c'est-à-dire à l'espace. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce séminaire? De quoi ont vraiment besoin, de quoi a vraiment besoin l'équipe pour être le plus soudée possible? Parce que ce que je fais, c'est ça. En fait, c'est des... Est-ce que j'adore dans ce que tu proposes, parce que souvent les gens ils me disent ah ouais, il me faut une formation, il me faut ci, il me faut ça, mais moi ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est que finalement tout ce que tu fais, tout ton être, mon intuition c'est que c'est basé sur toute ton expérience, et du coup on n'a pas besoin de formation pour ça, et du coup c'est juste ta zone de génie, quoi. C'est le truc où t'es le super fort et t'es très bon, et du coup les gens, tu vois, comme devenir Mr. Happiness quelque part, j'ai envie de dire si tu le sens que ça vibre en toi, à la limite vas-y, quoi, enfin tu vois. Alors bien sûr il y a des clés, il y a des choses comme ça que tu vas donner parce que toi tu fais ça depuis des années, tu vois, mais j'ai envie de dire voilà, c'est la zone de génie, c'est ta zone de génie à toi, c'est ça, quoi, c'est juste d'être toi, tout simplement. Ouais, non, mais c'est ça, je veux dire, là, je sais pas si ça va marcher, mais il y a un producteur de Netflix qui m'a appelé pour un truc où je ferai ce que je suis, en fait. Je serai expert sur tout ce que je fais. Génial. Donc, on va voir si ça va le faire. Mais, et il m'a dit, surtout, sois toi, parle de ce que tu aimes. Je dis, oui, de toute façon, je ne veux pas faire autre chose. Ce serait pour en faire un docu-réalité sur le bonheur, etc. Et je dis, de toute façon, je ne fais jamais autre chose que moi. Surtout les producteurs. Et souvent, c'est ce que je dis à mes clients, je leur dis, mais t'imagines en fait que tu puisses être payé pour faire un truc où tu es juste toi. Et là, tu commences à dire, ah ouais, non, mais est-ce que j'ai droit de. Tu vois, c'est ça qui est dingue quand même. C'est ça qui est dingue. C'est ça. C'est juste, c'était une des raisons aussi quand j'ai créé ma petite agence du bonheur il y a 5 ans maintenant. Il y a 5 ans. Février-mars 2014, c'est ça? Ouais, 2014. Et donc, je voulais aider les gens, je voulais les rendre heureux, mais je voulais aussi quel est le métier qui allait faire en sorte que je sois le plus moi. J'ai jamais vraiment besoin de mettre un masque. Je suis comme je suis, avec les cheveux un peu longs, avec ma dégaine, où je n'ai pas besoin de mettre de cravate, où je parle comme je suis, où je n'ai pas besoin d'apprendre un nouveau vocabulaire précis. Voilà. Et je m'étais aussi mis avant, en 2012-2013, sur mon mur, c'est
how can you use your talent to benefit society? Parce que je m'étais rendu compte vraiment que j'avais une vie fun. Bon, tu as vu, j'ai fait pas mal de trucs plutôt marrants, la comédie, acting et d'autres trucs assez sympas. Mais je ne voyais pas toujours l'impact sur les gens. Et je me suis rendu compte qu'à un moment, il faut quand même, surtout quand tu arrives près de 40 ans, il faut que je pense que sans impact, sans savoir que tu transformes un petit peu les gens, un petit peu la terre, par quel que soit le truc. Et là, je m'étais dit en gros, ça m'a mis 2 ans, je regardais ça tous les jours. How do you use your talent to benefit society? Et puis tout d'un coup, à un moment, c'était clair. Okay. C'est la fameuse contribution. C'est ça. Qui donne du sens. Et moi, ce que j'ai adoré dans ton bouquin, et je me suis souvent, j'ai pu sentir ça parce que, ressentir, j'imaginais des choses que tu as pu, étant donné que j'ai été moi-même expatriée 2 fois aux États-Unis, j'ai vécu pas mal à l'étranger, etc. Et j'ai ressenti en fait cette espèce de, comment dire, de besoin d'aller ailleurs parce que peut-être qu'ici en France, t'étais peut-être pas forcément accepté tel que tu étais. Et je sais pas si c'est le cas en tous les cas. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti, enfin, c'est ce que je ressentais aussi, le plus profond de moi. C'est pour ça que tout de suite, les États-Unis, ça m'attirait, l'Angleterre m'attirait énormément. Enfin, et j'ai eu la sensation, en tous les cas, de pouvoir être moi, voilà, dans ces pays-là. Pour comprendre que finalement, j'ai fait un peu mon parcours à la Paolo Coelho, que finalement, aujourd'hui, je pouvais être qui je voulais ici en France. Et ça, non, non, c'est exactement ça. Alors, il y a 2 choses pour moi. Il y a un, c'est de toute façon, la plupart des gens ne peuvent devenir que eux-mêmes s'ils passent par une transformation radicale. Et la transformation radicale passe souvent par un environnement complètement différent du tien. Mais ça peut être, je veux dire, je prends un exemple, ça peut être quelqu'un qui est né complètement bourgeois et qui va vivre, je sais pas quoi, au fin fond d'un petit village en France ou au fin fond d'un quartier un peu dangereux peut-être à Marseille, ou au contraire, un mec de Marseille qui va vivre à Neuilly ou je ne sais quoi. Quel que soit ton environnement, il faut changer complètement d'environnement. Ce que j'ai vu, c'est ça, c'est les gens qui sont devenus complètement eux-mêmes, ils sont partis d'une transformation radicale. Il y a 3 jours, j'ai fait mon premier keynote, mon premier speech, si tu veux, devant 300 parents à Rye, New York. Rye, c'est une des villes les plus riches des États-Unis. Et tous les parents sont obsédés parce que c'est des parents de teenagers, obsédés parce que les enfants fassent Yale, Harvard, etc. Et moi, j'étais très provocateur. Je dis non, c'est pas ça, c'est pas le truc. Le truc le plus important, c'est envoyer-les 6 mois dans un coin un peu dangereux, que ce soit le Bronx, que ce soit dans un coin de Detroit, de Détroit, où c'est encore un petit peu dangereux malheureusement, ou un coin de East LA, qui est un petit peu quand même un peu dangereux encore, ou alors au fin fond de la Tanzanie, du Équateur. Allez les faire vivre avec $300. Je vous garantis qu'ils vont venir transformer. Ils pourront toujours devenir banquiers, financiers, avocats, docteurs s'ils le veulent, très bien, pas de problème. Mais au moins, ils ont ce sens ils ont été dans un environnement complètement différent. Il n'y a papa, maman qui n'est pas là, la société qui n'est pas là, il y a l'oncle qui n'est pas là, il n'y a personne de ta famille, de ton bagage émotionnel surtout, la façon dont tu as fait les choses, parce que tu t'es construit en te construisant toi-même des boucliers pour te défendre, etc. Et tout d'un coup, tu vois que c'est un environnement étranger. En fait, tu as besoin de d'autres boucliers. Peut-être ceux que tu avais pris, ça ne marche plus. Tu es obligé de te transformer. Moi, tu vois, j'ai un petit enfant, tu sais, qui a 1 an aujourd'hui. Bon anniversaire. Je suis tellement habitué aux États-Unis où tu dis oh, bon anniversaire. Et lui, je suis tellement ravi, tu vois, de la vie qu'il peut avoir dans le futur. Moi, je rêve qu'on aille vivre 1 an en Bali, 1 an à Bhoutan. En plus, c'est que dalle pour vivre là-bas, dans ces pays-là. On aille en Afrique, en Amérique latine. Je m'en fous vraiment qu'il fasse une grande école. J'en ai rien à foutre. Ma femme le sait, elle est cool là-dessus aussi. Qu'il fasse une grande fac. De toute façon, je suis sûr que dans 20 ans, plus besoin de faire des grandes facs, sauf les HEC, ESSEC, et les grandes écoles, elles vont avoir un poids encore. Toutes les autres, ça n'aura plus d'intérêt. Mais l'intérêt, c'est de pouvoir voyager. Régulièrement, je fais faire j'interviens dans des écoles de commerce et notamment je suis jury à la fin de l'année, de tout leur parcours. Et quand je vois la jeunesse qu'on a, moi à l'époque, quand j'avais entre 15 et 19 ans, je faisais partie des rares personnes qui voyageaient parce que c'était dans mon ADN, dans ma famille et tout ça, on voyageait beaucoup.
Mais c'est vrai que la plupart des gens autour de moi, ils voyageaient pas, quoi. Il y avait que les Allemands, enfin voilà, les Français, Suédois, en fait, finalement, ils partaient pas comme toi, par exemple, comme tu as fait, partir voilà, aux États-Unis. Moi, je n'ai pas fait la même chose que toi, mais bon, en tous les cas, je voyageais aussi, quoi, comme toi. Et on faisait partie des rares personnes comme ça qui voyageaient. Et maintenant, en fait, on a une jeunesse qui voyage tout le temps, qui part en sac à dos. On a des gamines de 20 ans qui partent. Et je trouve ça génial, quoi, de voir que la France, ça bouge, que les jeunes sont hyper ambitieux, mais qui sont ambitieux différemment, en fait. Voilà, ils ont envie d'avoir du sens eux aussi. Ils ont envie de trouver un boulot dans lequel, alors on dit ouais, me generation, c'est vrai, mais en même temps, ils ont envie de pouvoir contribuer, ils ont envie de pouvoir avoir un métier dans lequel il y a. Et donc moi, ça m'anime de voir ça aussi, tu vois. Je trouve. Non, moi, ça m'excite, si tu veux. Donc, je rencontre beaucoup de jeunes, bien évidemment, dans chaque conférence que je fais, même les conférences business, ils invitent une partie étudiante. Moi, je suis très excité, très, très excité sur tout ce que je vois, que ce soit ce qu'on a fait l'autre fois à Google. Sur scène, c'était sur AI et happiness, l'intelligence artificielle et le bonheur. Et comme ça fait peur tellement, je me dis, tiens, pourquoi pas faire un événement dessus? On va trouver ce qui est positif là-dessus. Je vais trouver les gens les plus positifs. Sur scène, j'avais 3 personnes et des femmes, 26-27 ans. Mais à fond les ballons, passionnés, optimistes, qui font des trucs de dingue sur l'intelligence artificielle, qui veulent aider les gens, qui veulent changer la planète. Au Népal, des trucs comme ça. J'étais sur Aruba, encore des jeunes femmes d'ailleurs. J'ai l'impression que, je ne sais pas si c'est pareil en France, mais les jeunes femmes, elles sont encore plus ambitieuses que les jeunes hommes aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe, mais parce que c'est tout ce qui se passe, j'imagine, le truc MeToo, mais elles ont le vent en poupe. Là, j'étais à Aruba, une petite des Caraïbes. J'en parle beaucoup dans mon bouquin. J'étais là il y a moins d'un mois pour faire Stand Up Profession, le 21e, je ne sais trop quoi. Pareil sur scène, 2 jeunes femmes qui ont la patate, qui sont en train de changer toute l'île, elles ont tout étudié, elles sont des public speakers de malades. Je les vois, mais moi jamais je parlais comme ça à 24 ans. Je parle bien sur scène maintenant, mais je suis beaucoup plus vieux qu'elle. Donc, ouais, je suis super excité sur ce que je vois sur le voile et les social entrepreneurs. Les jeunes, il y a 25% aux États-Unis, les jeunes, dans les universités, je ne sais pas en France, qui se disent qu'ils veulent être social entrepreneurs, qui veulent être entrepreneurs, avoir un business, mais changer la planète. Donc, moi, il y a 20 ans, je me rappelle, j'avais été intéressé par ça, j'avais découvert ça, et on m'a dit, mais n'importe quoi, c'est où tu montes une boîte pour faire du fric, on m'avait dit ça, même un prof de business. Tu montes une école pour faire de l'argent, pour faire du profit, pour aider la société, mais ce n'est pas quelque chose pour aider les gens. Donc, si tu veux aider les gens, tu vas dans l'humanitaire. Je dis non, moi je veux gagner ma vie, je veux aider les gens déjà. Et on m'avait pris pour un faux. C'est ce que je fais aujourd'hui. Et ce que je trouve génial en plus, c'est que quand on est social entrepreneur, en fait, c'est pas le côté, il n'y a pas le côté révolution, quoi. C'est vraiment, c'est le côté, à moi, à mon petit niveau, déjà, je me transforme moi, je suis entrepreneur de ma vie. Et par finalement, ma transformation personnelle, bah, j'inonde un peu tout le monde, quoi. Et puis, du coup, je vais faire en sorte d'aller toucher un peu un tel, toucher un peu un tel. Et du coup, c'est un peu différent, justement, du mouvement qu'on a pu connaître dans les années précédentes, où là, c'était une espèce de masse ou voilà. Et là, c'est chacun à son niveau. On se transforme en premier. Et je trouve que c'est l'individu, quelque part. Et ça, je trouve que c'est beau, je trouve, d'un point de vue philosophique. Non, mais sur le fait qu'il y a de plus en plus de Chief Happiness Officer, c'est ça, c'est qu'on va dans les... Chief Happiness Officer, c'est exprimé dans ton livre, ouais. En France. Hein. Alors, en France, comme je regarde plutôt le marché global que juste la France. En France, je ne sais pas exactement. Mais globalement, si tu veux, on est à peu près 5000. Là-dedans, 5000, c'est énorme. Donc, là-dedans, juste une bémol, il y a les Chief Happiness Officer, mais il y a aussi les Chief of Purpose and People, il y a les Chief of Vibe, Chief Value Officer. J'ai entendu, l'autre jour, je t'ai mis en relation avec une dame avec qui j'ai fait passer des oraux, qui est un officier de l'armée française. Elle m'a expliqué ça s'appelait le Chief Wellness Officer. Donc même dans l'armée, il y a... Dans l'armée, il y a quelqu'un à Lyon aussi Emmanuel quelque chose, qui est basé à Lyon et qui est Chief Happiness Officer aussi à l'armée, etc. Donc il y en a plusieurs. L'école de guerre, l'autre jour, on m'a contacté, l'école de guerre à Paris. Vraiment, si on a besoin de gens comme vous, on est en train de voir comment on peut travailler ensemble. Que je fasse quelque chose avec eux ou pas, le fait que simplement ils sont curieux et se disent il faut peut-être faire un truc, et je trouve ça passionnant.
je me dis, mais c'est. Donc le monde, effectivement, moi quand je parlais de ça, moi la vraie raison pour laquelle je suis parti de France, c'est ça. C'est je ne pouvais pas être touche à tout, on a des trucs super. La preuve, je veux revenir en France après 20 ans. Sûrement m'installer en septembre en France, peut-être à Bordeaux en janvier d'ailleurs. Oui, mais donc, là où autrefois on disait que quelqu'un était touche à tout, aujourd'hui, être un slasher, finalement, c'est quelqu'un de épanoui. voilà. Et en fait, et à la limite, il y a plein de gens qui nous. Bah, voilà, j'ai écrit un article une fois comme ça, justement, qui s'appelait que faites-vous dans la vie? Vous avez combien de temps pour que je puisse vous l'expliquer? Parce que et je trouve ça intéressant parce que voilà, aujourd'hui, on a besoin d'être qui on a envie d'être. Et donc, si tu as envie d'avoir plusieurs jobs, bah, pourquoi pas? Why not? Ah ouais, vas-y, montre-nous un peu, là, vas-y. Fais-nous baver, là, un peu, là. C'est aussi, pour te dire, c'est aussi parce que j'ai un petit peu froid. Ah, bah, c'est pour ça qu'il n'y a personne sur le rooftop du coworking. C'est que il fait un peu frais, comme j'ai pas ma petite veste, donc il faut un peu que je bouge. Mais c'est plutôt sympa. Ouais, tu m'étonnes. Chouette. Plutôt sympa. Mais tu vois, moi j'en suis revenu. Quoi. Je rêverais plutôt de vivre en France et plutôt peut-être à Bordeaux ou un coin comme Aix, un coin plus calme, plus tranquille. Parce qu'ici, ils sont quand même dans le tumulte. Là, c'est un havre de paix, ce coworking. Donc ouais, pour revenir aux jeunes, je suis super excité sur ce que je vois. Super excité. On avait une jeune, elle a 27 ans, c'est la Head of Human... c'est la Head of People pour WeWork. Elle a pris ma masterclass de CHO à New York, une américaine. Mais la patate, quoi. La patate, la joie, le sens. Ils ont tout, quoi. Ils ont le côté business. C'est vrai que ce que je vois sur les jeunes, moi, c'était vraiment ça. J'étais parti de France pour ça. Je ne pouvais pas être touche à tout. On me disait qu'il fallait faut que je rentre dans une case. On ne me comprenait pas. Parfois, on me disait naïf. Je dis non, je veux tout faire. Je vais essayer plein de trucs. On va voir. Mais non, il faut que tu fasses un truc, c'est pas comme ça que ça marche. Arnaud, il faudra un peu de logique. Si tu veux aller quelque part, il faut juste une case. Tu passes 3 ans là, et puis 3 ans là, et puis 3 ans là. Je dis, non, je vais essayer plein de choses. J'ai pas, et c'est ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle maintenant slasher. J'ai un chapitre qui s'appelle comme ça dans mon bouquin, et j'adore ça. Super. Et justement, donc, pour ces personnes, en fait, hein, justement, qui voudraient éventuellement, parce qu'il y a des gens qui vont dire ah ouais, mais bon, prendre une personne qui va être chief happiness dans ma boîte, ouais, c'est bien gentil votre truc là, mais bon, hein, ça coûte cher. Donc, tu leur réponds quoi? Alors, ça coûte que dalle par rapport à ce qu'ils vont gagner en retour. Plus d'humanité dans le monde, plus d'humanité dans la boîte, le monde est meilleur, les gens dans la boîte vont être meilleurs. Ça, je sais que ça ne parle pas aux patrons. Alors, on va parler aux différentes personnes. Patrons, ce qui leur parle, c'est que ça va créer plus de productivité, plus de créativité, moins de gens vont se barrer et plus de meilleurs profils vont arriver. Donc, quand je leur dis ça, ils comprennent. Et je leur dis, vous verrez dans 6 mois. Faisons des tests, on fait des petites expérimentations. Après, tu parles au directeur de la communication, directeur du marketing, directeur des ventes. Tu dis, mais quoi, tu veux que les gens soient plus productifs et qu'ils ne se barrent pas et qu'ils vendent plus? Oui. Et puis après, tu parles aux syndicats, tu parles aux ceux qui ont un peu peur de ce truc. Est-ce que c'est un truc américain où on est plutôt en train de peut-être t'entuber qu'autre chose? Et je leur dis, non, vous allez voir. C'est quoi? C'est de se parler, c'est d'être vrai. Est-ce que tu as envie tu passes plus de temps au boulot que dans ta famille? C'est comme ça, c'est un fait. Tu peux compter les heures que tu passes. Compte les heures que tu passes au boulot et compte les heures que tu passes en famille. Donc moi, mon truc, c'est juste que tu sois vrai, que tu t'entendes bien et que tu t'épanouisses. Parce que oui, je suis convaincu que tu peux t'épanouir au boulot. Et si, dans la plupart des cas, tu peux t'épanouir au boulot. Et donc, un Chief Happiness Officer, il va t'aider. Donc, il va faire quoi? Il va te demander ton histoire, quelle est ton histoire, te comprendre ta pension, comprendre surtout la façon dont tu fonctionnes. C'est quoi tes tenants, tes aboutissants? C'est quoi ton mécanisme, ton modus operandi, la façon dont tu fonctionnes? Ça, c'est super. Ton X-Factor. C'est avant le X-Factor, non, c'est le modus operandi. Pour moi, le X-Factor, le modus operandi, c'est juste ta façon de fonctionner. Et la plupart des gens, en fait, ne se rendent pas compte de la façon de fonctionner. Quelle est la leur par rapport à ceux avec lesquels ils ont travaillé. Quand est-ce que ça match et comment est-ce que ça ne matche pas? Et peut-être que ce n'est pas le boulot, c'est peut-être juste l'équipe qui ne marche pas. C'est peut-être le produit sur lequel c'est peut-être la façon dont tu as ta flexibilité au boulot qui ne marche pas. Et puis après, il y a le X-Factor qui est effectivement j'ai un copain à Paris, Vincent Avanzi, il appelle ça le point G.
Ton point génial, effectivement. J'adore ça. Le sweet spot. Ton sweet spot. Effectivement, on en a tous un. Et ça, c'est ce que les gens ne comprennent pas. Aux États-Unis, là, ils ne comprennent pas là-dessus. Ils ont tous l'impression qu'on peut être. En gros, on est des losers ou on est des Superman. Et moi, dans des discours que je fais aux États-Unis, non, on n'est pas des Superman et Superwoman. J'y crois pas. Moi, je suis pas un Superman. J'ai plein de défauts. J'ai plein de trucs que j'ai toujours pas compris. Mais je suis bon dans plein de trucs. Et j'ai simplement accepté. Et j'utilise les trucs dans lesquels je suis bon. Et on est tous génies. C'était pas un prof de philo qui m'avait dit ça. C'était un spécialiste en child psychology, en psychologie de l'enfance, de l'éducation des enfants, c'est ça. Et il m'a dit, tous les enfants sont génies quelque part et sont dumb quelque part d'autre. Ils sont idiots sur un truc. Il faut que les parents acceptent, il faut que dans la vie, il faut que tu acceptes, il faut qu'au boulot, que tu acceptes, et c'est un des challenges de ta vie. Et le Chief Happiness Officer, il va essayer de revoir quel est le talent dans la société qu'on peut utiliser, dans les sociétés, dans les corporations, et qu'on peut peut-être utiliser autre part. Je te donne un exemple. J'étais au Moyen-Orient, je me rappelle encore cette fille, c'est il n'y a pas longtemps, directrice de l'administration. Bon, génial, il faut des distribuer, c'est son boulot, c'est tant mieux. Elle participait avec moi à un cours d'improvisation. Tu peux pas mentir si tu vas en improvisation. Elle n'avait jamais fait d'impro dans sa vie. Au bout de 15 minutes, je savais qu'elle n'était pas à sa place, elle n'utilisait pas ses talents. Je savais. J'ai été voir le boss, elle a changé de boulot, et maintenant elle s'occupe de la communication. Et quand j'étais voir, elle me dit oui, mais elle est très bonne dans son boulot. Elle est peut-être très bonne, ça ne veut pas dire qu'on est tous bons dans des trucs aussi qui ne sont pas là où on s'épanouit. On a tous des qualités qui ne sont pas nos qualités premières. Tu sais comment on dit? Il y a quelque chose qui dit que the good is the enemy of great. Tu sais? Et j'adore ça. C'est pas parce que tu sais faire quelque chose qu'il faut que tu fasses. Plein de gens, par exemple, dans la finance, il y a 5% de gens qui sont heureux dans la finance. 5%. Mais pour ça, il faut aussi, il y a l'ego, le fameux ego quand même. Hein. Oui, ce qui reste, les gens dans la finance à New York, c'est l'ego. 5% des gens sont heureux. On en connaît. Ou les boss qui ont tellement d'ego qui disent oh non mais moi j'ai décidé de mettre cette personne à ce moment-là donc non et du coup ils ont tellement d'ego qu'en fait ils veulent même pas imaginer autre chose. Et deuxième chose pour Chief Happiness Officer, donc quand tu leur parles, tu fais des tests, normalement les gens comprennent. Par contre, il y a toujours 10% de gens qui vont absolument pas comprendre et j'essaie même pas de les convaincre. Moi, j'ai des gens qui me disent, mais j'essaie, je veux te dire, je suis toujours dans ma boîte, et le boss ne comprend pas, personne ne comprend, mais c'est tout, mais barre-toi de ta boîte, vraiment. C'est pas possible, n'essaye pas. Moi, je ne peux pas convaincre tout le monde. Je suis bon dans mon truc, mais de plus en plus, j'attire ceux qui comprennent ce que je fais. Et je n'essaye pas, ce que j'ai fait plusieurs fois dans plusieurs pays, c'est de convaincre des gens qui ne me comprennent pas, etc. Ça, c'est terminé. J'ai appris ça un petit peu avec l'âge. Mais j'aurais pu peut-être faire ça plus tôt, autant de me dire, allons simplement vers les personnes qui te comprennent, ou alors ceux qui sont neutres. Ceux qui sont neutres, ils peuvent basculer de ton côté. Ceux qui ont cette ouverture, qui ont voyagé, qui adorent s'adapter, qui adorent les choses nouvelles, qui sont curieux. Ces gens-là, tu vas pouvoir les convaincre souvent d'avoir un Chief Happiness Officer. Moi, par exemple, ceux qui comprennent le plus dans la société, c'est pas toujours les DRH, c'est souvent les directeurs de l'innovation. Je suis pas du tout ingénieur de base, zéro. Jamais j'aurais pu être bon en scientifique. J'ai pas les capacités intellectuelles pour être intelligent là-dessus. J'en suis très très conscient. Par contre, on a la même philosophie de vie avec les directeurs d'innovation, c'est qu'on est tous les deux passionnés par l'expérimentation. Moi, je fais l'expérimentation humaine avec les gens dans les pays de carrières différentes, de choses différentes. Eux, ils sont passionnés de l'expérimentation d'un produit. Et la créativité. Et la créativité. Donc, on a la même chose en commun. Et donc, eux sont souvent alors qu'ils n'ont pas le côté humain comme je l'ai aussi développé, ils n'ont pas cette communication, mais on est pareil sur ce mécanisme de transformation, de créativité. C'est souvent nos meilleurs relais dans les boîtes. Et ce que j'aime aussi dans ton livre, il y a quelque chose qui me parle en plus, parce que moi je suis pareil, c'est le fait que tu expliques que toi, systématiquement, tu es allé jusqu'au bout de ton truc, jusqu'au bout de ta passion, qui des fois un peu à tout perdre. À tout perdre. Et tout perdre. Voilà, quelque part, et je comprends, puisque moi j'ai un peu fait dans ma vie, dans ma transformation, j'ai pas tout perdu, mais en tout cas j'ai perdu on va dire un style de vie, en tous les cas un standard, mais maintenant je travaille pour en avoir un autre, un peu différent. Et je t'ai perdu là, j'ai l'impression. Ah, t'es toujours là?
Je crois en fait, j'allais le faire dans les escaliers parce qu'il fait un petit peu froid. Ah mince. Bon. Alors, et donc, du coup, ce que j'adore, c'est de voir que, voilà, en fait, que tu n'as pas peur, quoi. Et c'est le message que j'ai senti, en fait, enfin, en tous les cas, que j'ai eu en lisant ton livre. C'était. Et c'est pour ça que je pense qu'on on rencontre pas les gens par hasard, hein. Et je me dis que, voilà, enfin, t'as pas peur d'aller jusqu'au bout des choses et voilà, enfin, et je trouve que c'est génial parce que quelque part, c'est ce qui enfin, ce qui te drive. Moi, c'est ce qui me drive aussi. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit waouh. Enfin, j'ai eu pas mal de similitudes et je me suis dit, mais c'est génial, quoi. Enfin, il a pas peur, quoi. Allez, hop, on y va. Et la vie, de toute façon, elle te donne tout ce que la vie, elle t'apporte ce qu'il te faut, quoi. Non, mais c'est effectivement, il y a un mot, c'est oser, simplement oser. Enfin, effectivement, chaque fois que je reviens en France, on a quand même beaucoup de qualités créatives, etc. On est bon, enfin, je crois qu'en moyenne, on a les ingénieurs les plus brillants du monde, on a enfin, tous les gens dans le monde entier. Hein. Dans les banques, les mecs les plus matheux, les algorithmes, etc., c'est des Français qui prennent. Ils savent que c'est les meilleurs ingénieurs qu'ils puissent avoir. Mais par contre, sur le fait de prendre des risques, chaque fois, c'est incroyable. Incroyable. Chaque fois que je reviens en France, je me dis, mais c'est pas possible. Mais oui, prendre un risque, c'est tu te sacrifies. Oui, tu vas pouvoir tout perdre. Et alors, si tu peux gagner la plupart du temps, la plupart du temps, ça marche. Donc, oui, de temps en temps. Et alors, c'est un autre truc. Tu recommenceras un autre truc. Je ne comprends pas. Je ne sais pas où c'est venu dans l'esprit français. C'est peut-être sûrement le fait qu'on ait tellement de protection qu'on n'ose pas faire des trucs. Enfin, moi, je me rappellerai toujours, je me rappellerai d'une conversation, tu vois, j'avais 20 ans, j'avais fait une petite école de commerce, ESGF, et à l'époque, j'étais très finance. Et je me dis, je vais trouver un stage en fusion-acquisition. Et je parlais à des jeunes de Sciences Po. Ils me disent, mais tu as fait quelle école de commerce fusion-acquisition? Non, c'est que pour les gens d'HEC, de Polytechnique. Tu peux pas faire. Tu veux faire. Tu es fou. Non, non, je vais trouver fusion-acquisition et je vais trouver à New York. Et j'ai trouvé un stage en fusion-acquisition à New York à l'époque. Je te raconte pas ce que j'ai fait pour le dégoter, des centaines de facs, j'ai parlé à toute la terre entière, etc. Mais j'ai trouvé. Et les mecs de Sciences Po, qui est une super école, n'osaient pas parce qu'ils n'avaient pas fait HEC. Ils disent non, moi j'aimerais bien faire ce. Mais je peux pas, j'ai fait Sciences Po. Et oui, alors tu vois, et je me rappelle encore de ce truc. Et puis j'avais un copain après, plus tard, 3 ans plus tard, on est à l'armée. On fait un truc de sport ensemble. Et puis c'était un sportif bien meilleur que moi en tant que de sport. Il me dit, ouais, je veux faire des trucs sportifs un jour. Il dit, mais non, mais c'est terminé, Arnaud. On a 23 ans, 24 ans, c'est terminé. Tu peux plus à notre âge. Je dis, non, mais on peut encore faire des trucs. Puis j'ai attendu, je sais pas quoi, 30 ans, 35 ans pour faire un marathon. Je suis pas arrivé premier, hein. Très moyen. Mais je m'étais fait une compétition sportive. Je l'ai fait. Et pour lui, c'était trop tard. Non, c'est tout. On fera jamais des compétitions sportives. On n'a pas fait l'école de sport. Arnaud, toi et moi, on est moyen en sport. C'est terminé. Et chaque fois que je reviens, il y a 3 ans, je suis dans une soirée en France. Je parle de ce que je fais avec Stand Up for Passion. Et dans une soirée où il y avait plein de comédiens et des gens du développement personnel. Donc des gens a priori super ouverts d'esprit. Ah oui, tu fais Stand Up for Passion, mais une fois que tu aides les gens, tu les aides à se coacher, tu les aides à se révéler sur scène, c'est super, mais est-ce que tu les accompagnes après psychologiquement? Parce que c'est quand même dangereux. Je me dis, mais je ne peux pas tout faire. Je ne suis pas psy, je les accompagne. Déjà, je fais cet événement. Je gagne 2 francs 6 sous quand je fais cet événement. Ce n'est pas le truc pour faire du fric. C'est le truc parce que je suis passionné de faire cet événement. Non, je ne veux pas aussi les accompagner. Je ne peux pas tout faire. Moi, mon truc, c'est de faire révéler les gens. Ah non, tu ne peux pas faire un événement si tu ne suis pas prêt psychologiquement. Je parle à un autre petit groupe de gens dans la même soirée et ils me disent mais tu te révèles de quelle école psychologique? C'est quoi ton parcours et ta philosophie? Et je lui dis mais j'ai pas d'école psychologique, j'ai étudié un peu partout. Moi, je rassemble des trucs que j'ai appris en Chine, au Japon, en Inde, dans les tribus, avec des entrepreneurs, dans la tech, dans la finance, tout. Je prends un petit peu de tout. Ah non, tu sais, quand tu aides les gens, il faut une école psychologique très, très, très précise. Il faut que tu aies des points de référence. On parle des points de référence sur lesquels tu te bases en permanence quand tu coaches les gens. N'importe quoi.
Et donc en permanence, et le troisième personne, c'était, et c'est quoi ta vision, c'est quoi ta stratégie pour ces événements? Je dis, ben, je sais pas, c'est des gens que je vais rencontrer, et je ne sais pas, je vais en faire un au Népal, je ne sais pas comment, j'ai envie, mais au Népal, tu connais quelqu'un? Non, j'ai envie de connaître ce pays, donc j'attendrai que ça arrive. Et effectivement, j'ai dû attendre 2 ans de plus que je rencontre quelqu'un du Népal et qu'on le fasse au Népal. Mais voilà, tu vois, on le fait en Bordeaux parce que j'ai rencontré François qui est venu parce qu'il avait adoré mon bouquin. Je veux faire quelque chose avec toi. Arnaud, qu'est-ce que je peux faire avec toi? Je dis, tu es d'où en France? Bordeaux. Ah, monte, pour machin à Bordeaux. Ah, mais j'ai jamais monté d'événement à Bordeaux, je sais pas. Non, non, tu vas le faire, ça va être génial, tu vois, tu vas cartonner. 1 an plus tard, voilà, on va monter cet événement à Bordeaux. Et je ne sais pas pourquoi dans le. Qu'est-ce qui fait dans cet esprit français brillant intellectuellement qui n'osent pas? Je dis toujours qu'ils ne sont pas assez forts. Je ne sais pas. Mais on a une qualité de vie de dingue. C'est pour ça que je veux revenir. Hein. C'est qu'on a tellement d'autres choses. En tout cas, ce que je peux te dire, c'est que tu as toute ta place. Et moi, au quotidien, c'est ce que je fais. J'aide les gens à se transformer et à s'imaginer qu'en fait, ils peuvent. Notamment en apprenant à demander, parce que moi, le réseau, c'est ce que, voilà, je me dis que, comme tu disais tout à l'heure, voilà, c'est parce que tu vas taper aux portes que tu as obtenu ton stage, c'est parce que tu as été audacieux, parce que, voilà, à un moment donné, on ose. Et je pense que, et c'est ça qui est chouette, c'est qu'en tous les cas, je pense qu'on il faudrait, en tous les cas, il y a plein de gens comme nous qui veulent ce genre de choses et qui veulent aider les autres à se transformer. Il y a tellement de gens qui sont pas forcément bien et qui ont envie justement d'autres choses. Et tu sens qu'ils sont juste là, et la satisfaction, de nos métiers, quoi, de voir les transformations, de voir le changement. Pour moi, c'est un vrai bonheur, quoi. Voilà, Moi, c'est ce qui me fait kiffer. Tu vois, quand je vais travailler avec vous à Bordeaux, chaque histoire, c'est. Et j'ai hâte qu'on soit ensemble. J'ai hâte de passer du temps avec toi. J'ai hâte de me faire coacher parce que voilà, moi aussi. J'ai hâte d'apprendre parce que, voilà, je pense que, et ça tu le dis bien aussi hein, dans le bouquin, voilà, la soif d'apprendre. Moi, en tous les cas, c'est ce qui m'a drivé toute ma vie et c'est ce que tu dis. C'est vrai que voilà, apprenez. Et je trouve que c'est chouette dans ce bouquin, tu t'en parles beaucoup en fait. Hein, et du coup, je trouve que ce que j'aime bien aussi le format, le fait qu'il y ait une partie de ton expression, puis avec pas mal de questionnements. Donc, il y a une partie aussi qui est sympa avec un peu de coaching où les gens peuvent finalement s'exercer, voilà, commencer. Ça peut être un début justement à du coaching. Voilà, si on veut passer pas, parce qu'il y a plein de gens, moi j'ai plein de gens qui se disent ouais, mais le coaching, voilà, comment ça coûte, et je me rends compte, moi j'ai des gens qui commencent à travailler avec moi et qui me suivent pendant des mois et des mois et qui se disent est-ce que je passe le pas et en fait déjà ce genre de bouquin ça permet déjà c'est un premier pas hein, quelque part vers le coaching et commencer à se poser les bonnes questions. Et après, c'est le passage à l'action qui fait que là, on va dans la matière. Là. C'est ça, on y va. Non, effectivement, il y a plein de potentiel, il y a plein de gens qui veulent faire des choses en France. Je crois que c'est un des pays où ça change vraiment en ce moment. Il y a vraiment un truc. Sûr. C'est clair. C'est clair. Tout le monde me dit Là, j'ai plusieurs amis qui sont partis de New York pour venir en France. Plusieurs dans différents domaines, différentes industries. J'en ai encore une tout à l'heure qui est revenue il y a peut-être 6 mois, 1 an maintenant. Elle m'a dit elle est trop heureuse de revenir en France, il y a une vitalité, etc. Il y a quelque chose. Même s'il y a des problèmes sociaux, etc. Voilà, il y a des problèmes, mais en même temps, finalement, c'est encore une minorité parce que, voilà, en tous les cas, nous, on œuvre pour que justement que ce soit positif. Moi, je sais que l'environnement dans lequel je suis, voilà, il n'y a que des gens qui ont envie qui se lèvent le matin en ayant la patate, quoi, en disant tiens, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui, quoi. Les étudiants que je rencontre, ils ont tous la patate. Les clients que j'ai, ils ont peut-être pas encore, ils sont un peu comme ça, mais ils ont envie d'autre chose. Et donc, et du coup, ils investissent aussi sur eux-mêmes en disant allez, j'y vais, quoi, j'ai envie de changer, quoi. Et du coup, c'est ça qui est top.
Et tu as raison, je pense que moi, c'est vrai que rentrer en France a été très douloureux. C'était pas forcément mon choix. Il m'a fallu du temps, hein, pour me réhabituer. Mais aujourd'hui, euh, finalement, ce dont je me rends compte, c'est qu'il y a vraiment plein de choses à faire. Mais surtout, 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 ce dont je me rends compte, c'est que finalement, on est heureux partout, quoi. Et, et ça, c'est ce que j'ai vu aussi dans ton livre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ben, quelque part, voilà, le bonheur, ça se cultive, ben, ça se cultive partout, quoi. Et on n'a pas besoin d'être en France, aux États-Unis, enfin, toi, enfin, Dieu Aruba. sait, Aruba, en Japon, enfin, voilà. Si je dis Aruba, je veux bien y aller. Et le Japon, tu vois, j'ai envie d'y retourner. Tu sais ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire le fameux pèlerinage, là, je sais plus comment ça s'appelle, Shikoku. Ah oui, oui. Ouais. J'aimerais bien faire ça, tu vois. Je pense que je parle pas un mot de japonais, mais je me dis, allez, ça doit être un truc un peu de dingue. Enfin, Le moi, le Japon, Japon, c'est... ça m'a transformé. Euh, Ouais. tiens, on va peut-être terminer parce que là, il me reste Ouais. 2% d'énergie sur mon envie. Ouais. Ben voilà. Donc, On pourrait terminer sur... attends. Kwame... Attends, j'avais renoté ça tout à l'heure. J'ai trouvé ça superbe. Euh, attends, je veux bien le prononcer. Je veux pas faire de bêtises. on a peut-être perdu Arnaud.